Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La pluie tombait drue sur la zone industrielle, quelque part entre une nationale fatiguée et un champ de colza, le genre d'endroit où l'air a un goût de fer rouillé et de gasoil froid. J'étais venu voir une petite Renault pas chère, celle qu'un gars jurait encore nickel pour son âge. On a poussé une porte de hangar qui grinçait comme une vieille mâchoire. Et là, elle était là. Une Renault 5, l'ancêtre, posée sur ses jantes comme un animal abandonné, l'habitacle sentait le chien mouillé et le plastique chauffé 1000 fois au soleil. Le ciel de toit pendait comme une peau qui lâche. Dans le cendrier, une pâte noire collée au fond, cigarette, poussière, quelque chose d'indéfinissable. La main du vendeur a tapé le tableau de bord. Toc toc, ça sonnait creux, et il a souri, sincère. C'était la voiture de ma sœur. Elle a tout fait avec, tout. À cet instant, j'ai compris deux choses. D'abord, vous êtes au bon endroit, parce que l'histoire de la Clio commence exactement ici, dans cette fatigue intime, dans ce dégoût discret de la vieille gloire qui n'en peut plus. Ensuite, vous allez rester jusqu'au bout, parce que la Clio n'est pas née comme une simple citadine mignonne. Elle est née comme une réponse à un malaise, et comme un pari qui aurait pu tourner au carnage industriel. Une voiture capable de remplacer une légende sans se faire dévorer vivante. Une voiture qui devait plaire à tout le monde. Et c'est précisément ce qui la rendait dangereuse. Le twist, c'est que la France n'avait pas seulement besoin d'une nouvelle petite voiture, elle avait besoin d'un nouveau réflexe, d'un objet quotidien qui rassure, qui rassemble, qui redonne de la fierté sans faire de bruit. Un peu comme un bon pain du matin, tu ne réfléchis pas, tu le prends, et il te fait du bien. Dans les années 80, l'Hexagone bouge, les villes gonflent, les périphéries avalent des kilomètres, les parkings se resserrent, les rues deviennent un jeu de patience. La voiture n'est plus un rêve d'autoroute infinie. Elle devient un outil. Aller au travail, déposer un enfant, transporter un meuble, filer chez des amis, traverser la pluie, revenir tard. On veut du compact, du fiable, du facile. On veut une voiture qui ne demande pas de se sacrifier pour la conduire. Et pendant ce temps, la petite voiture française par excellence, la Renault 5, vieillit. Elle a été brillante, insolente, populaire, mais le monde autour d'elle change plus vite qu'elle. Les concurrents se mettent à parler un nouveau langage. Meilleure tenue de route, habitabilité optimisée, sécurité passive, consommation, qualité perçue. On commence à regarder l'intérieur. Pas seulement la silhouette, on commence à écouter les portières quand elles se ferment. On commence à exiger que la voiture ne ressemble pas à une boîte à outils brinque-ballante. Il y a aussi un autre élément, plus sournois. La fierté nationale ne suffit plus. On peut aimer le Made in France, mais on n'achète pas une galère par patriotisme. Si la voiture t'épuise, elle te trahit, elle devient une charge mentale sur 4 roues. Et à la fin des années 80, les Français veulent respirer. Renault, de son côté, n'est pas dans un conte de fées. L'entreprise sort de turbulences, d'années lourdes, de choix industriels, de pressions économiques, d'une compétition européenne qui se durcit. Le marché ne pardonne rien. Tu rates une génération et tu paies 10 ans. Tu rates une petite voiture et tu saignes sur des volumes énormes, car la citadine, ce n'est pas un segment, c'est la base. C'est le pain quotidien de l'industrie automobile. Et voilà la première nécessité. Remplacer la Renault 5 par quelque chose qui ne soit pas juste une 5 modernisée, mais une nouvelle promesse. Parce que le danger d'un remplacement, c'est toujours la comparaison. La 5 est une icône. Si tu fais trop semblable, on dit copie tiède. Si tu fais trop différent, on dit trahison. C'est un piège à loup. Deuxième nécessité, parler à des profils nouveaux. Fini les petites voitures strictement jeunes ou strictement économiques. Il faut une citadine qui donne envie à quelqu'un qui n'achèterait jamais une petite. Une voiture qui ne donne pas l'impression de descendre en gamme. Une voiture qui puisse être la première voiture d'un étudiant,
mais aussi la voiture d'un couple actif, la voiture d'un parent, la voiture d'une grand-mère, la voiture d'une infirmière de nuit, la voiture d'un artisan, une voiture caméléon. Troisième nécessité, l'image. Renault a besoin d'un symbole plus propre, plus net, plus contemporain. Les années 80 ont leur esthétique. Anguleuse, pratique, un peu brute. Mais la fin de décennie annonce autre chose. Des lignes plus arrondies, une certaine douceur visuelle, une impression de produit fini, et surtout, une voiture qui ne donne pas l'impression d'être née à l'usine comme un compromis, mais conçue comme un choix. Quatrième nécessité, la réalité brutale des routes et des vies. Une citadine française doit être solide. Elle doit encaisser les pavés, les dos d'âne, les démarrages à froid, les trajets courts, les vacances chargées, les déménagements, improvisés, les courses du samedi, les clés perdues, les portières claquées, les sièges tachés, les jours où tu n'as pas dormi et où tu conduis quand même. Elle doit survivre aux humains. Et les humains, soyons honnêtes, sont des testeurs impitoyables. Ils ne lisent pas le manuel, ils oublient l'entretien, ils font confiance jusqu'au jour où ça casse. Cinquième nécessité. Et celle-là, on la sent moins, mais elle mord plus fort. La dignité du petit. Avant, on pardonnait à une petite voiture d'être bruyante, de vibrer, d'avoir des plastiques tristes. Mais à mesure que les standards montent, la citadine doit offrir une sensation de grande voiture, au moins par moment. Pas forcément le luxe. Plutôt la sensation que tu n'es pas puni, parce que tu as choisi une compacte. La Clio doit être une petite voiture qui ne te rabaisse pas. Et là, tu vois apparaître un paradoxe délicieux. Pour être réellement populaire, il faut être un peu plus que populaire. Il faut avoir une ambition cachée. En France, la voiture est aussi un marqueur social discret. On peut prétendre que non. Mais c'est vrai. Tu te gares devant chez toi, au travail, chez tes amis. La voiture raconte quelque chose de toi, sans que tu parles. Et dans un pays où l'on adore juger avec élégance, il faut que ce récit soit acceptable. Tu ne veux pas d'une voiture qui crie « j'ai renoncé ». Tu veux une voiture qui murmure « j'ai choisi intelligemment ». La nécessité, c'est donc aussi de créer une petite Renault qui puisse séduire sans excuser son existence. Un objet que tu achètes sans baisser les yeux. À la fin des années 80, la France est traversée par des tensions contradictoires. On veut économiser, mais on veut se faire plaisir. On veut du sérieux, mais on veut du style. On veut une voiture simple, mais pas simpliste. Et surtout, on veut qu'elle tienne au sens mécanique, oui, mais aussi qu'elle tienne dans le temps, dans l'apparence, dans la réputation, dans la revente. La voiture devient une petite stratégie financière, autant qu'un compagnon de route. Et puis, il y a le bruit du monde, les normes, la sécurité, l'écologie qui commence à prendre une place plus visible dans les discussions. Même ceux qui s'en moquent un peu finissent par le ressentir dans leur portefeuille. La consommation, les émissions, le coût d'usage. Le petit devient grand. Chaque litre compte, chaque visite au garage compte, chaque assurance compte. La citadine n'est plus la voiture d'appoint. Elle est souvent la voiture principale. Elle doit tout faire, vraiment. Alors Renault cherche une formule presque magique. Une voiture qui soit à la fois accessible et désirée, rationnelle et attachante. Suffisamment moderne pour durer, suffisamment flexible pour être vendue en masse, et suffisamment Renault pour être reconnue comme une Renault, sans être prisonnière du passé. Imagine la pression sur la table. D'un côté, l'héritage de la Renault 5, cette silhouette qui a occupé les rues, les parkings, les souvenirs. De l'autre, les rivales qui s'améliorent, les consommateurs qui deviennent plus exigeants, les coûts qui montent et le risque industriel qui ne pardonne pas, et au milieu, un concept obsédant. Une petite voiture qui ne soit pas seulement une voiture, mais une réponse nationale. Un objet de tous les jours qui doit faire oublier les mauvaises odeurs de hangar, les cendriers collés, les plastiques qui fondent, les portières qui sonnent creux. Une voiture qui doit dire « on a appris ». C'est là que l'histoire devient presque cinématographique. Parce que la Clio, avant d'être une carrosserie, c'est une intention de reconquête. Une reconquête des rues. D'abord, les centres-villes exigent des voitures compactes, mais pas ridicules. Une reconquête des familles. Ensuite, une petite voiture qui puisse accueillir un enfant, un sac de sport, des courses,
Une poussette, pliée avec une bataille de centimètres, une reconquête des jeunes, évidemment. Ceux qui veulent une voiture qui ne ressemble pas à un devoir. Une reconquête des gens normaux. Ceux qui n'aiment pas les voitures, mais qui en ont besoin et qui détestent qu'on leur vende un rêve. Eux, ils veulent une vérité agréable. Et la vérité, c'est que sans une nouvelle citadine forte, Renault risque de perdre quelque chose de plus grand que des parts de marché. Une place dans la vie quotidienne des Français, car une marque se maintient aussi par la répétition, par la présence, par le fait qu'on la voit partout, qu'on la connaît, qu'on a une histoire avec elle. Tu peux construire des modèles prestigieux, mais si tu disparais des trottoirs, tu disparais des conversations. La nécessité de la Clio, c'est donc une nécessité culturelle autant qu'industrielle. Ce n'est pas juste un lancement, c'est une tentative de rester dans la phrase « j'ai une Renault ». Dans une France où le choix de voiture se discute autour d'un café, d'un repas, d'un garage, d'un conseil d'amis, et là, je reviens à la scène du hangar. Le vendeur, en regardant sa vieille Renault 5, ne voyait pas un tas de problèmes. Il voyait un passé qui a servi. Elle a tout fait avec. Et c'est précisément ça, la malédiction et la bénédiction. Une petite Renault doit tout faire. Si elle échoue, elle devient une source de rancune. Si elle réussit, elle devient un membre de la famille. Dans l'ombre, l'idée d'une nouvelle petite Renault commence à prendre la forme d'un ultimatum. Il faut créer une voiture qui soit capable de devenir invisible par sa facilité, tout en restant mémorable par son identité. Une voiture qu'on oublie quand elle fonctionne, et qu'on regrette quand elle s'en va. Et voici le dernier petit poison qui rend tout ça fascinant. Dans l'imaginaire collectif, les voitures iconiques ne naissent pas, toujours d'un caprice artistique. Elles naissent souvent d'une contrainte, d'un besoin, d'une menace, parfois d'une peur. La Clio va naître de ce mélange, l'envie de faire mieux, la peur de rater, et l'ambition de créer une petite voiture qui ne soit plus une excuse, mais un choix. Et si tu crois que c'est une histoire de carrosserie, attends, parce que ce besoin va se transformer en décision concrète, en pari. Technique, en arbitrage cruel, et certains de ces choix vont surprendre, voire choquer, parce qu'ils vont à l'encontre de l'image qu'on se fait d'une simple citadine. Alors Renault se met à faire ce que font les grandes maisons quand elles jouent de leur survie. Elles cessent de parler en slogan et commencent à parler en millimètres, en kilos, en francs, en heures d'essai, en décibels, en taux de rebut à l'usine. La poésie est mise au placard. Mais c'est là, paradoxalement, que naissent les objets qui deviennent poétiques dans la vie des gens. Dans les couloirs, on ne dit pas encore voiture culte, on dit plutôt remplaçante. Un mot lourd, froid, presque insultant quand il s'agit de succéder à une icône. Remplacer la Renault 5, ce n'est pas comme changer une ampoule, c'est comme annoncer à une famille qu'un nouveau visage va vivre dans la maison et qu'il devra être aimé, sans avoir le droit d'imiter l'ancien. Et très vite, un premier débat claque comme une gifle. Faut-il faire une voiture simple et pas chère, ou une voiture petite mais valorisante? Parce que les deux ne coûtent pas le même prix à concevoir, à fabriquer, à vendre. Une citadine bon marché, tu la fais en serrant toutes les vis. Mais une citadine qui donne la sensation de monter en gamme, tu la fais en soignant ce que personne ne voit sur la brochure. L'épaisseur, des insonorisants, la rigidité de la caisse, la qualité des ajustements, la géométrie des trains roulants, le toucher des commandes, ce sont des coûts invisibles. Jusqu'au moment où le client s'assoit, ferme la porte et se dit « Ah ouais, c'est sérieux ». La tentation est grande de jouer la prudence. Une nouvelle petite voiture, oui, mais sans folie. Et pourtant, c'est là que l'histoire bascule. Parce que quelqu'un, autour d'une table, finit par prononcer l'idée qui fait peur. On ne peut pas se permettre d'être tiède. Une remplaçante tiède se fait dévorer par le marché. Une remplaçante ambitieuse peut choquer. Mais elle peut aussi gagner. On pose alors des objectifs qui ressemblent à des contraintes de films d'action. Habitabilité. Plus de place sans grossir. Confort. Mieux filtrer les routes sans perdre l'agilité. Sécurité. Faire mieux, même si ça pèse, même si ça complique. Consommation. Réduire, même si on ajoute de l'équipement. Coût. Tenir la ligne, même si chaque ajout fait grimper la facture. Et puis,
un objectif tacite, presque humiliant, faire une voiture que les gens n'auront pas honte de garer devant chez eux. La silhouette commence à exister d'abord comme une question d'architecture. On travaille sur des maquettes, des volumes, des proportions. Le dessin doit dire moderne, sans dire caprice. Et surtout, il doit éviter le piège. Si elle ressemble trop à la 5, elle est prisonnière. Si elle s'en éloigne trop, elle perd le fil Renault. On veut une forme plus lisse, plus propre, plus arrondie, mais avec une personnalité nette, pas une goutte d'eau anonyme. Un autre débat surgit, plus sournois, l'intérieur. Parce que l'habitacle, c'est l'endroit où la voiture gagne ou perd son statut. Une citadine peut être pardonnée dehors, mais dedans, tu vis dedans. Tu touches, tu frottes, tu t'énerves, tu souris. Là, Renault veut changer de registre. Des commandes plus logiques, une ergonomie plus évidente, une sensation de solidité, et pas seulement pour faire joli, pour que le propriétaire ait moins l'impression d'être dans du bas de gamme. Comme si on voulait enfin traiter le conducteur de petite voiture comme un adulte. Les équipes de développement vivent alors ce moment étrange où une voiture devient une somme de compromis. Chaque décision est une bataille. Tel matériau coûte trop cher, tel renfort pèse trop lourd, tel dessin de tableau de bord plaît, mais ne s'assemble pas bien en série. Tel choix est parfait sur un prototype, mais infernal à produire à grande échelle. Et chaque fois, on revient à l'obsession. Ce modèle doit se vendre par millions. C'est une voiture de masse. Le luxe de l'excentricité n'existe pas. Il faut une élégance industrialisable. Les prototypes arrivent sur route dans le secret, camouflés, maquillés, affublés de protections absurdes pour tromper les regards. Dans certains villages, des gens voient passer une petite silhouette étrange et se disent « Tiens, c'est quoi ça ?» Et les ingénieurs, eux, n'ont pas le droit de répondre. Ils roulent, ils écoutent, ils notent, ils chassent les bruits parasites, comme on chasse les moustiques la nuit. Un grincement ici, un claquement là, une vibration attelle, vitesse, un sifflement d'air au niveau d'un joint. On ne se bat pas seulement contre des problèmes, on se bat contre la future mauvaise réputation, parce qu'une citadine, si elle devient celle qui fait des bruits, ou celle qui consomme trop, ou celle dont la porte ferme mal, c'est fini. Les gens adorent coller des étiquettes, surtout sur les voitures populaires. Et à ce moment-là, Renault prend une décision qui change le ton. Ce modèle ne s'appellera pas par un numéro. Pas Renault 6, pas Renault 9 bis, pas une suite mécanique. Il lui faut un prénom. Quelque chose qui se retient, qui se dit, qui s'approprie, un nom qui sonne presque comme une personne. Parce que si la voiture doit entrer dans la vie des Français, elle doit pouvoir se raconter comme une histoire. Un prénom, c'est intime. Et intime, c'est dangereux. Si tu déçois à hauteur de relation. Mais si tu réussis, tu t'inscris dans les souvenirs. Le choix du nom, justement, n'est pas qu'un détail marketing, c'est un engagement. Un numéro vieillit comme un produit, un prénom vieillit comme un personnage. Et Renault choisit de jouer sur ce terrain-là. En parallèle, on travaille sur la gamme, sur les motorisations, sur l'idée même de ce que doit être une Clio selon les gens. Parce qu'une voiture populaire ne se vend pas en un modèle. Elle se vend en variations, en nuances, en niveau d'équipement. Elle doit parler au budget serré et aux petits plaisirs, aux conducteurs prudents et aux conducteurs joueurs. Et là arrive un twist discret. Pour que la voiture soit vraiment de masse, il faut qu'elle puisse être parfois presque chic. Même si ce chic est une illusion savamment fabriquée, on imagine alors des finitions qui vont au-delà de strict minimum. On pense à des options qui, sur une citadine, font lever un sourcil. Des détails de confort, de présentation, d'équipement. On veut que le client ait l'impression d'acheter quelque chose de plus abouti que ce qu'il paye. Une sorte de tour de passe-passe industriel. Faire ressentir de la valeur sans exploser les coûts. Mais chaque option a un prix. Pas seulement en francs, en production, en logistique, en fiabilité. Parce que plus tu ajoutes, plus tu multiplies les risques de panne, les rappels, les mécontentements. L'équipe doit donc avancer sur une ligne de crête. C'est presque pervers. Pour être culte, il faut séduire. Pour séduire, il faut équiper. Pour équiper, il faut complexifier. Pour complexifier, tu risques de trahir la promesse de simplicité. La Clio, avant même d'être sur la route,
porte déjà une contradiction dans ses entrailles. Les tests s'enchaînent. Route défoncée, chaleur, froid, pluie, démarrage répété, freinage, vibration. On torture les prototypes, comme si on voulait leur arracher une confession. Et parfois, la voiture répond mal. Un élément casse trop tôt. Un bruit revient. Un joint ne tient pas. Une pièce s'use. Et là, dans les réunions, la tension monte. Parce que derrière chaque problème, il y a une peur. Si ça arrive en série, ça deviendra une rumeur. Et une rumeur tue une citadine plus vite qu'un accident industriel. On comprend aussi que la Clio doit être agréable à conduire. Pas sportive au sens pur, mais stable, rassurante, facile. La sensation de direction, le comportement au freinage, la manière dont elle encaisse un virage humide, la façon dont elle se place. Quand tu fais un écart, tout ça, dans une voiture populaire, c'est un pacte de confiance. Et la confiance, c'est le carburant de la vente. Puis vient un autre moment clé, la fabrication. Parce que tu peux concevoir une merveille en laboratoire. Si l'usine n'arrive pas à la produire proprement, tu fabriques de la déception. Une citadine se joue aussi dans la répétabilité, la même portière, le même alignement, la même qualité de peinture, le même bruit de fermeture, voiture après voiture, jour après jour. Et ça, c'est une discipline, une guerre contre l'à peu près. Renault sait que le public a changé. Il regarde plus, il compare plus, il discute plus. Le voisin a un avis. Le cousin a un contact au garage. Le collègue sait ce qu'il faut acheter. Une voiture populaire, c'est un objet social. Si la Clio a la moindre faiblesse visible, elle sera disséquée comme un scandale. Et ce scandale se transmettra de bouche en bouche, avec exagération, comme une histoire de chasse. Alors on soigne l'assemblage, on fait la chasse aux défauts, on raffine, et ce raffinement, ce n'est pas seulement une question de prestige, c'est une stratégie de survie. À mesure que la voiture se définit, la communication se prépare aussi. Mais même là, il y a un choix narratif étonnant. Au lieu de vendre uniquement la rationalité, Renault va appuyer sur la personnalité. La voiture ne doit pas être un outil froid. Elle doit avoir un visage, une âme, quelque chose de sympa, sans être ridicule. Et ça, c'est plus difficile qu'on ne le croit. Une voiture sympa peut facilement devenir une caricature. Or, la Clio doit aussi être crédible. Et puis, dans l'ombre, on commence à réfléchir à une version qui va retourner l'image. Une Clio qui prouve que cette petite voiture peut être sérieuse, voire performante, voire surprenante. Cette idée circule comme une rumeur interne, une sorte de promesse secrète. On ne veut pas seulement une citadine qui remplit sa mission. On veut une citadine qui peut, parfois, humilier des voitures plus grosses. Une citadine qui donne du plaisir. Une citadine qui fait parler. Ça aussi, c'est un pari. Parce que si tu fais une version trop sage, tu as une voiture utile. Si tu fais une version trop ambitieuse, tu risques de créer une image qui ne colle pas au produit principal. Il faut l'équilibre. Une base rassurante et au-dessus, des éclats de caractère. Et au moment où tout semble prendre forme, un dernier piège se referme. Le lancement. Parce que créer une voiture, ce n'est pas seulement la rendre bonne, c'est la faire exister dans l'esprit des gens. Il faut qu'ils comprennent ce qu'elle est en quelques secondes. Sur un panneau, dans une pub, dans une vitrine, sur un parking. En une seconde, la Clio doit dire « Je suis faite pour toi ». Et si elle échoue à ce niveau-là, même une bonne voiture peut tomber dans l'indifférence. Le vrai danger, c'est l'indifférence. Une voiture détestée peut encore exister. Une voiture ignorée est morte. Alors la Clio se prépare comme un personnage entrant en scène. On travaille son regard, sa posture, son ton. On veut qu'elle paraisse à la fois accessible et plus mûre, plus sérieuse que ce qu'on attend d'une petite Renault, une petite voiture, mais avec une présence. Et quand tu regardes ce processus de création, tu vois que le culte ne vient pas uniquement de la route. Il vient de la tension pendant la gestation, comme si la voiture avait été forgée sous pression, et que cette pression avait fini par lui donner une densité particulière. Une Clio, ce n'est pas un hasard heureux. C'est une réponse calculée à des peurs très concrètes. Dans un bureau, quelqu'un écrit peut-être une phrase simple sur un tableau. Elle doit remplacer la 5. Et cette phrase, en réalité, signifie « elle doit remplacer une époque ». Elle doit incarner une transition, elle doit moderniser sans effacer, elle doit rassurer sans endormir.
Elle doit séduire sans mentir. Et le plus fou, c'est que la plupart des gens qui l'achèteront ne sauront jamais que cette voiture, si banale dans leur quotidien, est née d'une lutte aussi féroce. Parce qu'une fois sur la route, tout doit paraître évident. Naturel, facile, comme si ça avait toujours existé. Mais rien n'est évident. La Clio, avant de devenir un objet culte, a d'abord été un champ de bataille. Le jour où elle apparaît vraiment, pas dans les couloirs, pas sous camouflage, pas dans les réunions, mais dans la lumière du public, et la Clio fait quelque chose d'extrêmement rare. Elle semble immédiatement familière, tout en donnant l'impression que le petit vient de franchir une marche. Dans les concessions, les vendeurs la tournent autour comme on tourne autour d'un nouveau voisin. On cherche les détails, on juge. Sans le dire, on ouvre les portes, on s'assoit, on referme. Et là, dès les premières secondes, un signal s'allume dans la tête des gens. Ça fait plus sérieux. Le bruit de la porte, le dessin plus net, l'habitacle qui ne crie pas « économie brutale ». C'est discret, presque invisible, mais c'est décisif. Une citadine gagne souvent sa réputation sur des sensations minuscules. Le marché français, lui, n'est pas tendre. Il applaudit, oui, mais il compare en même temps. Et la Clio arrive avec un message implicite. Je suis la petite voiture qui ne t'oblige pas à renoncer. Ça peut paraître banal aujourd'hui. À l'époque, c'est un choc doux, comme quand tu goûtes quelque chose de simple, et que, soudain, tu sens qu'on a pris le temps de bien faire. Les premières semaines, la curiosité est partout. On la voit en ville, dans les parkings d'entreprises, dans les rues étroites, et surtout dans un endroit sacré en France, les routes de campagne. Là où une citadine se fait juger à coups de virages, de nids de poules, de dépassements hésitants, de pluie froide sur l'asphalte, la Clio commence à se construire un portrait. Agile, pratique, plus posé que ce qu'on attend, et surtout adaptable. Et puis, très vite, la vraie magie du modèle apparaît. Sa capacité à être la voiture de tout le monde sans paraître impersonnelle. Tu la vois conduite par une étudiante qui sort d'un cours tard le soir, et la même semaine par une infirmière qui enchaîne les tournées, puis par un jeune cadre, puis par un retraité. Et chaque fois, la Clio semble avoir été faite pour eux. C'est une ruse de conception. Créer un objet qui s'efface derrière l'usage, mais qui reste agréable à regarder et à vivre. Dans les familles, elle prend une place immédiate. Parce que la Clio n'est pas seulement une voiture de ville. C'est une petite voiture qui accepte les contraintes des grands. Les sacs, les courses, les sièges, enfants, les trajets ennuyeux, les week-ends. Et dans ces scénarios-là, elle devient très vite un instrument de paix domestique, une voiture qui démarre sans drame, qui se gare sans dispute, qui ne te fait pas transpirer à chaque manœuvre. Ça n'a rien de glamour, mais c'est exactement ainsi qu'une voiture devient culte, quand elle te simplifie la vie au point que tu l'oublies. Et quand tu l'oublies, c'est qu'elle a gagné. Mais la France ne se contente pas d'une voiture pratique, elle aime les histoires. Et Renault va injecter dans la Clio une histoire qui va la rendre inoubliable. Une histoire presque insolente. La petite voiture qui peut se permettre d'être chic, c'est là qu'un phénomène étrange démarre. Les gens commencent à parler de la Clio comme d'une petite voiture qui fait bien, pas riche, pas prétentieuse, mais bien, propre, présentable. Et cette présentabilité, dans une société où l'on lit beaucoup dans les détails, devient un atout énorme. Tu peux être modeste, mais pas négligé. La Clio incarne ça. Dans les rues, on voit apparaître des Clio avec des niveaux de finition plus valorisants, des détails plus soignés. Certaines sont basiques, utilitaires, presque invisibles. D'autres ont une présence qui surprend, et là, une autre rumeur se met à circuler. C'est une petite, mais on est bien dedans. C'est le genre de phrase qui vend des millions de voitures sans même passer à la télévision. Et pourtant, au même moment, la Clio commence aussi à révéler l'autre face de sa popularité, la brutalité de la vraie vie. Une voiture aussi répandue devient un miroir des comportements. Elle est conduite avec amour et avec violence. Elle subit tout. Les démarrages en seconde, les trottoirs, les freins qui chauffent, les pneus oubliés, les révisions repoussées. Elle devient taxi dans certaines villes. Elle devient voiture d'apprenti. Elle devient voiture de livraison improvisée, voiture de nuit, voiture de fuite quand tu es en retard, voiture de premier rendez-vous,
voiture de dernière chance. Et c'est là qu'apparaît un détail presque dégoûtant, mais révélateur. Dans les Clio d'occasion, surtout les premières années, on trouve parfois des vis entières incrustées dans la matière, des boutons lustrés par des milliers de doigts nerveux, des sièges tachés de café, de soda, de pluie, de tout ce qu'on transporte quand on est vivant, des odeurs de tabac froid, de parfums trop sucrés, de chiens, de boulangerie, de stations-service. La Clio devient une capsule. Le marché de l'occasion s'en empare comme un fleuve. Parce qu'une voiture populaire qui se revend bien, c'est une voiture qui inspire confiance. Et la confiance devient contagieuse. Mais la Clio ne se contente pas d'être un succès rationnel. Elle se fabrique un mythe. Et ce mythe a un carburant très français. La contradiction. Car en même temps qu'elle s'installe dans la normalité, Renault la pousse vers le désir. On multiplie les versions, les caractères. La Clio devient un vestiaire. Et au milieu de ce vestiaire, il y a des pièces qui changent tout. Des variantes qui créent du fantasme. Le public découvre qu'une Clio peut être plus qu'une citadine. Qu'elle peut être nerveuse, joueuse, presque insolente. Et ça, dans un pays où la voiture est aussi un plaisir, même discret, c'est un renversement. La petite voiture n'est plus seulement celle que tu achètes par raison. Elle peut devenir celle que tu achètes par envie, tout en gardant un alibi rationnel. Et alors, la Clio commence à apparaître dans les conversations comme une voiture à double visage. Elle est parfaite pour tous les jours et elle peut être marrante. C'est une formule magique, parce qu'elle réconcilie deux mondes, ceux qui veulent simplement se déplacer et ceux qui aiment conduire, ceux qui veulent une voiture qui fait le job et ceux qui veulent une voiture qui a un truc. C'est à ce moment que la Clio commence vraiment à devenir une présence culturelle, pas juste une voiture dans la rue, une silhouette dans la mémoire. Elle s'invite dans les pubs, dans les films, dans les chansons de soirée, dans les blagues de garage. Elle devient un repère, un objet tellement commun qu'il finit par être symbolique. Et plus elle devient commune, plus elle devient paradoxalement intime. Parce qu'on a tous une histoire de Clio. Même si on n'en a jamais possédé, un ami en avait une, un cousin en avait une collègue s'est fait klaxonner dans une Clio, un ex a ramené quelqu'un dans une Clio t'a doublé sur une route humide, une Clio t'a appris à conduire, une Clio t'a fait caler devant un rond-point, avec toute la file derrière, une Clio t'a sauvé l'hiver quand ta voiture plus grosse était en panne. Elle est partout, donc elle est dans tout. Et voici le twist. Une voiture devient culte, non pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est omniprésente au bon moment. Parce qu'elle s'imprime dans la vie collective. La Clio, en France, est devenue un décor, et quand un décor dure, il devient un symbole. Mais cette célébrité a un prix, plus tu es visible, plus tu es jugé. On commence à guetter ses défauts, à amplifier ses problèmes, à raconter les histoires d'ateliers comme des légendes urbaines. Parce que c'est ça, aussi, la culture automobile. Un mélange de faits et de folklore. Une panne isolée devient un truc connu. Une faiblesse d'une série devient une vérité éternelle. La Clio, parce qu'elle est partout, hérite de tout. Du vrai, du faux, du cruel. Et pourtant, elle tient. Elle continue à se vendre, à se voir, à se transmettre. Et chaque nouvelle génération de Clio prolonge la précédente. Comme une dynastie. Les gens qui ont connu la première voient la suivante et se disent « Ah, c'est toujours une Clio ». Même quand tout change, même quand les lignes évoluent, quand les normes s'alourdissent, quand l'électronique arrive, quand les goûts se transforment. Le nom sert de fil. Et le fil devient un attachement. Dans les années qui suivent, la Clio se transforme en outil social. Elle devient la voiture des débuts. Premier travail, premier appartement, premières vacances sans parents. Elle devient aussi la voiture des fins. Fin d'études, fin d'une relation, fin d'une époque. Elle accompagne les transitions, et c'est là que son statut change. Elle n'est plus un produit, elle devient un témoin. Tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce que la France adore les objets témoins. Les cafés, les boulangeries, les petits appareils, les chansons, les films. La Clio s'insère dans cette catégorie. L'objet que tout le monde connaît, même si personne ne le décrit de la même façon. Et au bout d'un moment, un phénomène se produit. La Clio devient un standard. Quand tu dis une petite voiture, beaucoup visualisent une Clio, même sans le vouloir. Elle devient un modèle mental. Et quand un objet devient un modèle mental,
Il entre dans la culture comme une évidence. Mais il y a une scène qui, pour moi, résume tout ça. Un matin d'hiver, dans une petite ville, tu vois une Clio garée devant une boulangerie, vitres un peu embuées, un sac de pain sur le siège passager, une radio qui grésille. Le moteur tourne encore, doucement, comme un animal qui souffle. La conductrice ou le conducteur ressort, remet la main sur la poignée, ferme la porte, clac, un bruit net, et le monde continue. C'est banal. Et c'est précisément ce banal-là qui est monumental, parce que la Clio n'a pas besoin de crier pour exister. Elle est l'outil qui devient une présence, et c'est de cette présence que naît la légende. Puis, plus tard, quand les versions plus sportives, plus marquantes, plus audacieuses commencent à faire parler, la Clio gagne une autre dimension. Elle prouve qu'elle n'est pas seulement une voiture sage, elle peut être un symbole de plaisir, de performance accessible, d'orgueil mécanique. Et là, elle touche quelque chose de très français. L'idée qu'on peut avoir du caractère sans être riche, du style sans être ostentatoire, du goût sans excuser le prix. Et c'est ainsi que la Clio s'est installée. En étant partout, en acceptant tout, en se laissant user par la vie, en se laissant raconter par les gens, sa célébrité n'est pas une couronne posée par la presse, c'est une couronne posée par l'usage, par les mains, par les habitudes, par les petites histoires qui sentent parfois le tabac froid et le plastique chauffé, mais qui sont, au fond, l'odeur même de la vie. À force d'être partout, la Clio a fini par faire quelque chose que seuls les vrais objets populaires réussissent. Elle a déplacé la frontière de ce qu'on attend d'une petite voiture. Et quand une frontière bouge, toute l'industrie doit se réorganiser autour. Au départ, une citadine, c'était une promesse modeste. Se faufiler, coûter moins cher, faire le strict nécessaire. La Clio, elle, a injecté un poison délicieux dans cette formule. Et si le strict nécessaire devait aussi être désirable? Et si une voiture compacte pouvait être, à sa manière, un produit complet? Pas un choix par défaut, mais un choix assumé. Cette idée, une fois lancée, ne peut plus être reprise. Elle contamine tout. Elle oblige les concurrents à se réinventer. Et elle oblige Renault à ne plus jamais considérer le segment B comme un simple volume, mais comme un territoire de prestige discret. Regarde ce que cela signifie concrètement. La Clio a fait du petit un théâtre où se jouent des enjeux qu'on réservait autrefois aux catégories supérieures. La qualité perçue, la sécurité, le confort, l'image, la technologie, la personnalisation. Elle a contribué à rendre normal ce qui, quelques années plus tôt, aurait semblé presque insolent. Exiger une sensation de « bien », fini, dans une voiture compacte. Demander du silence relatif, de l'ergonomie, des équipements. Même ceux qui n'énoncent pas ces mots en achetant finissent par les exiger, parce qu'ils les ont ressentis ailleurs. La Clio a été un accélérateur de cette exigence, et ce glissement a une conséquence économique brutale. Quand le client demande plus, la voiture coûte plus cher à développer, à produire, à maintenir en qualité, alors tout le monde doit apprendre à faire mieux, sans exploser les coûts. C'est une équation qui a rendu l'industrie plus inventive, plus rigoureuse, parfois plus cynique, mais surtout, elle a rendu le segment des citadines plus sérieux que jamais. Dans l'histoire de Renault, la Clio devient une colonne vertébrale, pas seulement parce qu'elle se vend, mais parce qu'elle organise la marque. Elle sert de référence interne. Comment doit sonner une portière? Quel niveau d'insonorisation est acceptable? Quel toucher doit avoir un bouton? Quelle sensation doit donner la direction? Quel équilibre entre confort et agilité? Les équipes, génération après génération, se retrouvent face à une question presque humiliante. Est-ce que la nouvelle est au moins aussi Clio que la précédente? Et ce Clio, ce n'est pas un dessin, c'est une sensation. Une manière d'être compacte sans être cheap, d'être pratique sans être punitive. La Clio a aussi installé une logique de gamme qui a changé le rapport des Français au niveau de finition. Avant, acheter une petite voiture, c'était souvent accepter un dépouillement. Avec la Clio, beaucoup ont découvert qu'on pouvait monter en équipement sans changer de taille. Et cette découverte a un impact culturel. Tu peux rester dans une voiture compacte tout en te permettant un petit luxe. Un volant mieux gainé, une sono meilleure, un détail de design intérieur, une option de confort.
ce sont de micro-plaisirs, mais ce sont des micro-plaisirs qui construisent une fidélité, et la fidélité, dans une industrie où tout se ressemble de plus en plus, vaut de l'or. Puis la Clio a joué un rôle essentiel dans la manière dont on parle de performance accessible en France, parce qu'elle a prouvé qu'une citadine pouvait être une base crédible pour des versions qui font battre le cœur. Et là, on touche un héritage plus émotionnel. La Clio a participé à démocratiser l'idée que la sportivité n'appartient pas qu'aux voitures chères, qu'un petit gabarit peut être un avantage, pas un handicap, qu'une voiture de tous les jours peut aussi être une machine à souvenirs. Dans un pays où la passion automobile existe souvent sous une couche de pragmatisme, la Clio a offert un alibi parfait. Ce n'est qu'une petite voiture, et pourtant, cette double identité, utilitaire et affective, a eu un effet domino. Elle a renforcé l'idée qu'un constructeur peut cultiver son image sportive, son image premium, son image familiale, à partir d'un modèle populaire, et ça, c'est puissant. Parce qu'un modèle populaire, par définition, touche une masse de gens. S'il porte une étincelle de désir, cette étincelle se répand partout. Mais l'héritage de la Clio n'est pas qu'une affaire d'image. C'est aussi une affaire de méthode. Le fait qu'elle se renouvelle depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui implique une chose. Elle a dû traverser toutes les grandes transformations de l'automobile moderne. Et c'est là qu'on voit sa vraie portée. Chaque nouvelle génération a été une négociation avec le temps. Une négociation avec les normes de sécurité qui s'alourdissent, les exigences environnementales qui changent, les attentes de connectivité, les contraintes de coûts, la concurrence mondiale, les crises économiques, les cycles de mode. La Clio, parce qu'elle est au cœur du marché, a été contrainte d'intégrer ces changements plus vite que d'autres modèles. Elle est devenue une sorte de baromètre. Quand la Clio adopte quelque chose, c'est que cette chose est en train de devenir standard. Et ça produit une ironie délicieuse. Les gens disent souvent « c'est juste une Clio », comme on dit « c'est juste un objet du quotidien ». Mais en réalité, une Clio récente, c'est un concentré de compromis modernes. Électronique, sécurité active et passive. Optimisation, des moteurs, allègement intelligent quand c'est possible, rigidité structurelle, logiciel, interface. Ce juste cache une complexité énorme. La Clio est devenue un cheval de Troie. Elle a fait entrer la sophistication dans la normalité. Cette sophistication, cependant, a un côté sombre. Et c'est un twist que l'histoire d'une voiture culte doit assumer. Plus une voiture devient moderne, plus elle devient difficile à comprendre et parfois à réparer. L'époque où une citadine se résumait à une mécanique simple est progressivement remplacée par une réalité où l'électronique, les capteurs, les interfaces pèsent lourd. Cela change la relation à l'objet. On passe d'une voiture qu'on bricole à une voiture qu'on diagnostique. Et ce passage n'est pas neutre. Il modifie le marché de l'occasion, la perception de la fiabilité, l'économie des garages. Pourtant, même là, la Clio a joué un rôle. Elle a obligé tout l'écosystème, concessionnaires, indépendants, réseaux de réparation, à monter en compétence sur des volumes gigantesques. Une voiture de masse qui devient plus complexe entraîne tout le monde avec elle. Elle professionnalise, elle standardise, elle impose des outils, des formations, des pratiques. Elle transforme la mécanique en service technique. Et ça, c'est un héritage invisible, mais réel. Sur le plan industriel, la Clio a aussi incarné une stratégie européenne. Produire, vendre, adapter, parce qu'un modèle aussi diffus doit exister dans une multiplicité de configurations, de marchés, de goûts. Cette capacité d'adaptation, cette logique de plateforme, cette discipline de production à grande échelle ont participé à l'évolution de l'automobile contemporaine. Des bases communes, des déclinaisons variées, un équilibre constant entre identité et rationalisation, et quand on parle de plateforme ou de standardisation, on pense à quelque chose de froid. Mais derrière, il y a un enjeu culturel. Comment garder une âme quand on rationalise? La Clio a été, pour Renault, une réponse à cette question. Parce qu'elle n'a jamais été autorisée à devenir une simple boîte anonyme. Son nom même, son statut, la pression du public français, tout cela la forçait à conserver un caractère, même léger, même discret. Elle devait rester reconnaissable dans la rue, reconnaissable au volant,
reconnaissable dans la mémoire. Ce qui nous amène à son héritage le plus français. La Clio a consolidé l'idée de la voiture comme compagnon de vie quotidienne, pas comme trophée. Elle est le symbole d'un rapport pragmatique mais affectif à l'automobile. En France, on peut aimer une voiture sans idolâtrie. On peut être attaché à une Clio sans la mettre sur un piédestal. On peut la critiquer et l'aimer en même temps. Et c'est précisément ça qui la rend culte. Elle appartient à la contradiction nationale. Parce qu'un objet culte, en France, n'est pas forcément un objet parfait. C'est un objet qui a accompagné, qui a servi, qui a été raconté. La Clio a été l'arrière-plan de milliers de vies. Et ce background devient une mythologie. Il y a aussi une dimension sociale, presque sociologique. La Clio a été la voiture des débuts, mais aussi des reconstructions. Celle qu'on achète quand on se lance, quand on se sépare, quand on déménage, quand on change de travail, quand on doit faire attention. Elle a été la voiture des gens qui n'avaient pas envie de se définir par leur voiture. Et paradoxalement, c'est ce refus de la posture qui lui donne une puissance symbolique. Elle incarne une France qui se débrouille, qui avance, qui fait avec, mais qui, quand même, exige un minimum de dignité. Et pourtant, derrière cette image de voiture de la vraie vie, la Clio a glissé des innovations et des tendances qui ont modifié le paysage. Elle a contribué à normaliser des équipements qui, auparavant, paraissaient réservés à plus grands. Elle a participé à rendre la sécurité non négociable. Elle a accompagné l'amélioration des moteurs, l'optimisation de la consommation, puis l'essor de solutions hybrides sur les générations récentes. Elle a suivi le mouvement de la connectivité, des écrans, des aides à la conduite. Et même ceux qui s'en moquent finissent par s'y habituer, comme on s'habitue à une meilleure lumière dans une maison. Au début, on ne comprend pas. Ensuite, on ne peut plus revenir en arrière. Mais voici le twist final, celui qui donne à la Clio son statut de monument. Le plus grand héritage d'une voiture populaire, ce n'est pas ce qu'elle a inventé, c'est ce qu'elle a rendu normal. La Clio a rendu normale l'idée qu'une citadine peut être une voiture principale. Normal qu'elle parte loin. Normal qu'elle porte une famille. Normal qu'elle soit valorisante. Normal qu'elle puisse avoir du caractère. Normal qu'elle soit suffisamment polyvalente pour être la voiture d'une génération entière, puis d'une autre, puis d'une autre. Et quand quelque chose devient normal, on oublie que ça a été un combat. Alors, quand on demande « Pourquoi est-elle culte en France ?», la réponse n'est pas uniquement parce qu'elle s'est bien vendue. Elle est culte parce qu'elle a été un accord collectif, une sorte de contrat silencieux entre Renault et les Français. On te donne une voiture qui fera ce que tu lui demandes, et tu la prendras dans ta vie sans y penser, et ce contrat a tenu. On pourrait presque dire que la Clio est une cathédrale de l'ordinaire, pas faite pour impressionner au premier regard, mais faite pour durer dans l'usage, dans le paysage, dans la langue. Elle a été une solution, puis une habitude, puis un repère. Et les repères, en France, finissent toujours par devenir culture. Et si on revient à l'image du hangar du début, l'odeur, le plastique fatigué, le cendrier collé, la vieille Renault 5 posée comme une bête épuisée, on comprend la boucle. La Clio n'a pas seulement remplacé une voiture, elle a remplacé une sensation, celle d'être condamné à faire des compromis visibles parce qu'on roule en petit. Elle a offert une sortie honorable, elle a donné au quotidien une forme plus propre, et en faisant ça, elle a gagné sa place dans le cœur du pays, pas comme un objet de musée, mais comme un morceau de vie.